Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, le détenu le plus âgé de France vient d'être condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Marcel Guillot, 93 ans, surnommé Papy Marcel, a été reconnu coupable du meurtre d'une octogénaire. À 2 jours du second tour des élections municipales, chaque camp en appelle à son électorat, surtout la gauche qui est en passe de perdre des dizaines de villes. Nous ferons le tour des points chauds et nous irons à Saint-Étienne, une ville qui a connu une abstention record. Le chef du service politique, Michel Dumoret, est avec nous sur ce plateau. Le débat sur la fin de vie, ce sera le dossier du vendredi. Nous entendrons le témoignage rare d'une famille qui a choisi de prendre en charge chez elle son fils âgé de 30 ans en état de conscience minimale après un accident de la route, tout comme Vincent Lambert. 3 semaines après la disparition du Boeing de la Malaysia Airlines, pour la première fois, des objets ont été repérés par des avions. Après l'avoir été par des satellites, les navires seront sur place demain au large de l'Australie. Enfin, le phénomène Rolling Stones, les places pour leur unique concert en France au mois de juin se sont vendues en seulement 51 minutes. C'est un procès hors norme qui vient d'avoir lieu devant la cour d'assises de la Marne. Un vieillard considéré comme inoffensif, sans aucun antécédent judiciaire, était jugé depuis mercredi pour avoir tué par dépit amoureux une femme. Marcel Guillot, 93 ans, a été reconnu coupable. Il est le plus vieux détenu de France. Stéphanie Desjard. C'est un vieillard de 93 ans qui a été condamné aujourd'hui. Peinant à marcher, presque sourd, Marcel Guillot a pourtant soutenu sans fléchir son innocence. Les jurés ont douté de son intention de donner la mort, mais l'ont condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour coup mortel sur personne vulnérable avec préméditation. Papa n'a pas la conscience de tuer. À aucun moment, durant tous ces interrogatoires, et à aucun moment il a dit je vais la tuer. À aucun moment. Ça a toujours été le même leitmotiv et qui est revenu, je vais lui mettre une toise. Un verdict qui déçoit la famille de la victime. Une octogénaire amie de longue date que Marcel Guillot a tuée parce qu'elle avait repoussé ses avances amoureuses. Pour l'avocat général comme pour la partie civile, c'était bien l'intention de tuer qui animait le vieillard lorsqu'il a porté ses coups. Le jury a bien dit que cette expédition avait été préméditée, comme je l'ai appelée, cette expédition punitive avait été orchestrée dans ses moindres détails. Et pour nous, c'est quand même l'essentiel. L'avocat général avait requis une peine de 18 ans de réclusion criminelle. La défense de Marcel Guillot estime que la sentence requise aujourd'hui est déjà très lourde compte tenu de l'âge du détenu. C'est vrai que cette peine est en deçà de ce qui avait été requis par Madame l'avocat général. Elle me semble rappeler que les faits qui sont reprochés à l'accusé sont des faits quand même d'une nature grave. Pour autant, ça reste une peine assez lourde le concernant. Sans remise de peine, celui qui est depuis 2 ans déjà le plus vieux détenu de France restera incarcéré jusqu'à ses 101 ans. Et puis 2 autres verdicts étaient très attendus. Celui que l'on appelle le violeur des campings, Sébastien Dutheil, accusé d'une série de viols et d'agressions sur des mineurs, a été condamné à 13 ans de réclusion par les assises de l'Ardèche. Et puis sachez que Gilles Patron, père d'accueil de Laetitia Perret, assassinée par Tony Millon, a été écroué ce soir. Il a été condamné à 8 ans d'emprisonnement par la cour d'assises de Loire-Atlantique pour des viols sur 5 victimes, dont Jessica, la sœur jumelle de Laetitia. Dans l'actualité aussi, l'appel à l'aide lancé par une famille qui, depuis le 11 mars dernier, vit dans une inquiétude permanente. Leur fille, mineure, a tout quitté pour participer au djihad en Syrie. Laurence Nao. Depuis peu, Sarah, 17 ans, portait le voile. Sa famille ne s'en était pas inquiétée. Mais le 11 mars, elle a quitté sa maison de Lézignan. Au lieu de se rendre à l'école, elle a pris un vol Marseille-Istanbul, destination finale, la Syrie. Depuis, cette famille musulmane modérée est rongée par l'angoisse. J'ai peur, je m'inquiète. Si vous voulez, on nous a contactés à 2 reprises, 2 fois par téléphone, 1 fois par Facebook avec son frère et sa sœur. Elle nous dit qu'elle est bien, mais moi ce que je me dis, est-ce que c'est elle qui parle, est-ce qu'elle n'est pas avec quelqu'un qui est en train de lui dire de dire ça. Sarah aurait pu être endoctrinée via les réseaux sociaux. Sa famille a créé une page Facebook pour dénoncer l'indifférence
et le silence. Mais surtout, elle dépose aujourd'hui une plainte contre l'État français et contre cette circulaire de novembre 2012. Un mineur français pourra franchir les frontières sans autorisation de sortie du territoire, mais muni de son seul passeport ou avec sa seule carte nationale d'identité en cours de validité. Il faudrait vraiment remettre en place les autorisations de sortie de territoire. C'est qu'aujourd'hui, nous, malheureusement, ma petite sœur, elle est partie. On fera tout pour la récupérer. Maintenant, on fera tout aussi pour pas que d'autres enfants partent. Les gendarmes et la justice ont saisi les ordinateurs de la famille en quête du moindre indice qui pourrait les mettre sur la piste de ces recruteurs au djihad. Depuis 2013, ce phénomène s'est accéléré. Une quinzaine de mineurs français seraient partis en Syrie. En janvier, ces deux Toulousains revenaient fort heureusement sains et saufs. Les parents de Sarah espèrent le même sort pour leur fille. Les dernières nouvelles d'elle datent d'hier. Elle assure que tout va bien. Dimanche, le second tour des municipales se déroulera dans 6455 communes. Et oui, dans un peu plus de 30 000 communes, le maire a été élu dès le premier tour. C'est le cas d'Alain Juppé, le maire sortant UMP de Bordeaux, a été officiellement reconduit par le conseil municipal. Sous des applaudissements nourris, l'ancien Premier ministre entame donc un 4e mandat à Bordeaux. La gauche a beaucoup à perdre dans ces élections et la droite beaucoup à gagner. Elle pourrait conquérir ainsi une centaine de villes. Éric Thibault nous rappelle les points chauds du second tour. Au Parti socialiste, les optimistes prévoient la perte de 60 à 90 villes de plus de 10 000 habitants. Les pessimistes, plus de 100 villes. Strasbourg, Toulouse, Saint-Étienne, Angers, Amiens pourraient basculer de gauche à droite. Et la liste n'est pas close. Le PS pourrait aussi perdre Grenoble au profit des Verts. Deux raisons à ce scénario catastrophe, le vote sanction et l'abstention. Pour l'instant, ce politologue ne prévoit pas de sursaut des électeurs de gauche. Entre la gauche et la droite, les Français ont le sentiment qu'on est assez d'accord sur les objectifs et que tout cela est très gestionnaire et pas politique. Ça n'aide pas pour qu'il y ait de l'enjeu et de la mobilisation forte. À l'UMP, on espère savourer la victoire. Les villes que perdra le PS tomberont dans l'escarcelle de l'UMP, à quelques exceptions près. Pau devrait passer du PS au MoDem. Enfin, la droite pourrait perdre Avignon et Bourges au profit de la gauche. Au Front National, après la victoire au premier tour à Hénin-Beaumont, on mise sur un gain de 4 à 6 villes. À Béziers, Saint-Gilles, Beaucaire et Fréjus, le FN est favori. Mais le parti de Marine Le Pen pourrait aussi gagner à Perpignan et Forbach. Il reste 36 heures de réflexion aux électeurs pour conforter, atténuer ou inverser la tendance du premier tour. Gros plan ce soir sur l'une des villes où les électeurs ont le moins voté. Il s'agit de Saint-Étienne où la triangulaire s'annonce très serrée. Dimanche dernier, un électeur sur deux ne s'est pas déplacé, notamment dans les quartiers populaires frappés par le chômage. Voyez ce reportage de Jean-Marc Cholet et Noé Salem. Quartier de Montreuil sur les hauteurs de Saint-Étienne. Ici, au premier tour, 3 électeurs sur 4 se sont abstenus. Alors même si le quartier est traditionnellement à gauche, le candidat UMP, Gaël Perdriau, mène campagne. J'espère que vous allez gagner ce dimanche-là. Non, j'ai regardé les résultats. Et oui, c'est serré, mais non, si on s'y met tous, c'est possible. Au premier tour, il est arrivé en tête avec 36% des voix devant le maire sortant socialiste. Pour lui, Saint-Étienne peut rebasculer à droite. On a tellement entendu ou voulu faire croire que la sociologie stéphanoise était tout acquise à la gauche que je pense qu'un certain nombre d'électeurs sont restés chez eux. Et l'espoir qu'on a donné en arrivant en tête dimanche dernier avec plus de 5 points d'avance a fait comprendre aux Stéphanois que le changement était possible, que le changement il peut être pour dimanche et que ça va réveiller ces abstentionnistes. À Saint-Étienne, un électeur sur 2 ne s'est pas déplacé aux urnes dimanche dernier, dont beaucoup de jeunes aux avis partagés. On se retrouve dans une ville, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien du tout. On va voter qui? On va voter quelqu'un, il va rentrer ici, il va se poser, il va être bien. Il ne pense pas à nous. Bien, mais nous, on n'est pas bien, nous. Les jeunes, ils sont moins impliqués à l'heure actuelle. C'est dommage, il faut aller voter. C'est important, je trouve. Si on nous donne le droit à 18 ans, c'est bien pour une bonne cause. Et voilà, il faut s'intéresser à la politique parce que c'est intéressant, c'est l'avenir du pays, vraiment.
Arrivé en troisième position avec 18% des votants, le candidat Front National, Gabriel de Percave, ne désarme pas. Son objectif, obtenir des conseillers municipaux, faire entendre sa voix. Tous les Stéphanois partent, il faut le savoir. On n'a plus que 170 000 habitants, nous étions dans les années 80 à 220 000. Tout le monde quitte Saint-Étienne, tout le monde quitte Saint-Étienne à cause de l'insécurité, de la fiscalité. Meeting de fin de campagne pour Maurice Vincent. Le maire sortant est arrivé en deuxième position avec 31% des voix. Écologistes et communistes ont rejoint sa liste. Lui aussi compte sur un sursaut de participation malgré la crise et le découragement des électeurs. L'abstention, c'est une forme évidemment de désespérance pour une partie des citoyens. Il faut que par l'évolution de la politique, notamment économique, par la priorité encore davantage donnée au chômage, eh bien, ces personnes retrouvent l'espérance. Et nous avons à Saint-Étienne, dans nos politiques municipales, un certain nombre de propositions fortes pour permettre de les aider à franchir ce cap. À Saint-Étienne, 14e ville de France, plus qu'ailleurs, ce sont les abstentionnistes qui pourraient décider de l'issue du scrutin. Alors la droite espère beaucoup de ce scrutin, mais tant que le second tour n'a pas eu lieu, elle veut rester mobilisée. Écoutez François Fillon. L'élection n'est pas gagnée. Il y a 2 tours. J'appelle tout le monde à la fois à faire preuve d'humilité et en même temps nos électeurs à se mobiliser. Il y a toujours une tentation après le premier tour de l'élection à faire comme si c'était gagné. On a déjà vu qu'il y avait des surprises entre les 2 tours, comme il y a eu une surprise d'ailleurs au premier tour. Donc il y a une mobilisation nécessaire pour les électeurs, pour les candidats de l'UMP et du centre, parce que c'est le seul vote qui peut permettre de changer la politique dans notre pays. Alors on le voit bien, chaque camp reste très vigilant. Michel Dumorel, le chef de l'État devra-t-il aller très vite? En fait, tout dépendra, Catherine, de l'ampleur de la défaite annoncée. Mais du côté de l'Élysée, on veut aller vite sans donner l'impression toutefois d'agir sous la pression. Alors certains évoquent une prise de parole de François Hollande dès lundi soir. D'autres parlent de mercredi, voire de jeudi. Il pourrait à cette occasion annoncer un remaniement. Il devrait aussi dévoiler des mesures pour les familles les plus modestes. Et quand on sort de Jean-Marc Ayrault, il ne serait pas encore scellé. Ce qui est acquis, en revanche, c'est le choix d'un gouvernement resserré. Et il faut rappeler que ce mois d'avril est crucial, hein, s'annonce crucial pour François Hollande. Oui, Catherine, vous avez raison, avec 2 rendez-vous importants pour la suite du quinquennat. Il y a d'abord mi-avril la présentation devant la Commission européenne du plan d'économie de 50 milliards d'euros. Puis, à la fin du mois d'avril, le Premier ministre engagera la confiance du gouvernement sur le fameux pacte de responsabilité. Et pour ces 2 rendez-vous, Catherine, eh bien, il faut que le gouvernement soit absolument fort, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Merci beaucoup. Michel, vous avez été très nombreux à vivre le premier tour des municipales sur France 3. Eh bien, nous vous donnons évidemment rendez-vous à nouveau dimanche dès 19h. Tout le réseau de France 3 est mobilisé pour vous faire vivre ce scrutin au plus près de chez vous. Le débat sur la fin de vie et cette question, Vincent Lambert, en état de conscience minimale depuis 6 ans, doit-il vivre? C'est au mois de juin que le Conseil d'État rendra sa décision. D'ici là, 3 experts doivent notamment dire si Vincent Lambert est en mesure de communiquer. D'autres cas similaires existent. Victime lui aussi d'un accident de la route, Jérémy, 30 ans, est hospitalisé et lui à domicile. Déterminé et soudé, sa famille refuse d'envisager l'arrêt des soins. Le dossier du vendredi est signé Jérémy Armand, Marc Savino. Sur les bords du Rhin, le destin de Jérémy a basculé il y a 6 ans. Un accident de voiture et le jeune homme sombre dans un état végétatif chronique, l'état de conscience minimale. Les yeux ouverts, mais il ne voit pas ses parents. Jérémy est un corps endormi, vivant mais coupé du monde. Pourtant, sa famille en est persuadée. Jérémy communique encore à sa façon. Il bouge, il suit tout le monde, hein, il suit la conversation. Il sourit. Il sourit. Hein, il fronce les sourcils. Un petit peu ça, oui, ses sourcils, son front à cause du soleil. Donc il est quand même, il est très très présent. Il est très très présent. Hein, donc ce n'est pas, comme on dit, un légume. On va rentrer à la maison? Oui. Oui. La cligner des yeux, c'est oui. Les parents de Jérémy ont fait le choix de l'accueillir à domicile, faute de structures adaptées dans la région. Orthophonistes et infirmières se relaient. Aujourd'hui, c'est la visite de la kiné. Il est en forme, c'est vrai? Tu souris? La star du jour. Jérémy est alimenté artificiellement. Ses mouvements sont le plus souvent des réflexes. Mais selon les médecins, il garde des traces de conscience. Comprend-il vraiment ce qui se dit autour de lui?
Personne ne le sait vraiment. La sourire ou pas sourire, ou alors au niveau des yeux, des fois un regard. On arrive un peu à savoir éventuellement ce qu'il pense. Voilà, ou un sourire. Donc c'est bon. Il va peut-être encore récupérer quelque chose. Ce qui serait bien, ce qui nous ferait, disons, un grand soulagement, c'est qu'il retrouverait sa parole, quoi. Là, à ce moment-là, je crois que on pourra parler de miracle, quoi. Un miracle comme ultime espoir, nourri par les récits de cette petite dizaine de patients revenus à la vie. Dès lors, impossible d'envisager le pire. Déjà, ça nous choque. Oui. D'arrêter les médicaments, la nourriture, ça nous choque profondément. C'était un petit peu... Non. Je pense qu'il ne voudrait pas qu'on le débranche. Non, je crois pas. Vu qu'il sait qu'on est là, le moindre bruit, quand je vais dans sa chambre, ou bien il tourne tout de suite la tête, il regarde si je suis là. Marie-France a vu sa vie bouleversée par l'état de son fils. Avec plusieurs aides-soignantes, elle s'occupe de Jérémy au quotidien, au prix d'investissements coûteux, en partie à sa charge, et d'une présence de tous les instants. On va dire presque 24 heures sur 24. Il faut être à disposition. S'il lui arrive quoi que ce soit dans la nuit, il faut se lever, regarder si tout est en place, pourquoi il a mal. On ne peut plus partir en vacances comme on veut. On ne peut plus partir en week-end. Un sacrifice pour toute une famille. Déborah est restée très proche de son frère. Salut Jérémy, ça va? Il fait froid dehors, regarde, il est ma toute froide, regarde. Elle vient le voir 2 fois par semaine. La décision de ses parents, elle l'accepte naturellement. Ils ont fait un choix très difficile. Et j'estime que en tant que parent, je peux comprendre. Maintenant, après, c'est difficile à vivre pour tout le monde, pour moi aussi, de les voir comme ça. Mais bon, ils font ce qu'ils peuvent pour leur enfant, quoi. Si moi, un jour, je devais prendre la relève, à y réfléchir, je pense que je le ferais. Au lieu de le mettre dans un centre pour personne dans son cas, et de le laisser tout seul, quoi. En centre ou à domicile, ils sont environ 1500 patients en France en état de conscience minimale. Je vous le disais dans les titres, 3 semaines après la disparition du Boeing MH370, cette fois-ci, des objets ont été repérés par des avions au large de l'Australie. Pour autant, les recherches s'annoncent difficiles. Bertrand Boyer. Rivés au hublot, pour la première fois, ces aviateurs australiens ont aperçu plusieurs objets de différentes couleurs pouvant appartenir au Boeing de la Malaysia Airlines. En surface, un navire chinois s'est dérouté. Il devrait arriver demain sur les lieux pour tenter de les récupérer. La zone de recherche s'est aujourd'hui déplacée vers le nord après réexamen des données radars. Cette analyse indique que l'avion volait plus vite que ce qui avait été estimé et qu'il avait ainsi consommé davantage de carburant, ce qui réduit la distance parcourue potentiellement par l'avion vers le sud de l'océan Indien. Une nouvelle piste après la publication hier de ces clichés satellitaires thaïlandais ayant détecté de très nombreux objets en mer. Voilà qui pourrait relancer la possibilité de localiser le point d'impact de l'avion. Mais comme en témoignent ces images tournées dans la zone il y a un mois, les conditions sont extrêmement difficiles. C'est l'une des zones les plus hostiles de la planète, avec en permanence un vent violent et des vagues énormes, parce qu'il n'y a aucune terre pour faire barrage au vent. Le professeur Patiarachi connaît bien la zone. Il y envoie régulièrement ses planeurs sous-marins pour mieux comprendre les courants. À cet endroit, l'océan tourne sur lui-même et risque d'avoir répandu les débris dans toutes les directions. C'est le courant le plus important au monde en termes de volume d'eau. Donc il faudra utiliser des sonars pour cartographier les fonds marins, retrouver l'avion et peut-être même des débris. Et après cela, il faudra utiliser d'autres instruments. Comme ce sous-marin qui pourrait détecter les signaux émis par les boîtes noires pendant 30 jours. Mais là aussi, la mission s'annonce périlleuse. L'océan plonge à 4000 mètres, son sol est irrégulier. Ce sera pourtant le seul moyen de connaître la vérité sur cet accident sans précédent.
De nouvelles images de centaines de migrants qui ont tenté de franchir la frontière séparant le Maroc de Melilla, la ville enclave espagnole. De part et d'autre, d'importantes forces de police ont été déployées hier. Melilla et l'autre enclave espagnole, Ceuta, dans le nord du Maroc, ont appelé l'Union européenne à les aider pour lutter contre l'immigration clandestine. À présent, l'action étonnante de la plus grande organisation de pêcheurs d'Europe, les pêcheurs de Bretagne, qui regroupe quelques 800 navires, ont décidé de suspendre pendant 15 jours la pêche au merlu pour tenter de réguler un marché marqué par des prix très bas après les tempêtes de cet hiver. Olivier Poncelet. Après 6 jours en mer, les Hanois rentrent au port, avec à son bord ses 8 hommes d'équipage et leurs 19 tonnes de poissons. À la criée, ils vont en tirer 23 000 €, soit 1,24 € le kilo, quand il faudrait au moins 1,50 € pour vivre correctement. Ça commence à être dur à aller travailler pour si peu, pour peu. Ça va décourager les gens à un moment donné. Pas possible de continuer comme ça. Pourtant, le lendemain, on retrouve ces mêmes poissons sur les étals des poissonniers. Et évidemment, entre-temps, les prix n'ont plus rien à voir. Bon, c'est quand même cher, le poisson. Plus que la viande, peut-être. Du poisson, il y en a. Les récentes périodes de tempête avaient privé les marins de sortie. Aujourd'hui, alors que les bateaux peuvent enfin reprendre la mer, les stocks sont abondants et les chaluts plutôt bien remplis. Conséquence, les prix chutent pour les pêcheurs. Or, depuis le 1er janvier, l'Europe ne garantit plus de prix minimum. Le marché est libre, mais il est surtout devenu libre de baisser jusqu'à atteindre les grands fonds. Il nous manque à peu près 1 € du kilo de poisson aujourd'hui, donc franchement, il va falloir que le marché s'assainisse parce qu'autrement, ça ne le fera pas. Donc ça risquerait de mettre la rentabilité des navires en péril. Une organisation de producteurs bretons a donc décidé de suspendre la pêche au merlu pour 15 jours pour tenter de faire remonter les cours. Et les pêcheurs de Bretagne appellent à créer une véritable organisation interprofessionnelle qui se substituerait à l'Europe pour réguler ce marché déprimé. Et puis cette autre action surprenante au Louvre, une cinquantaine d'éleveurs de la Confédération paysanne sont venus avec une dizaine de moutons pour, ont-ils dit, ne pas finir au musée. Mardi, les derniers arbitrages en vue de l'application française de la politique agricole commune seront examinés. Le phénomène Rolling Stones, leur concert unique en France le 13 juin prochain affiche déjà complet. Les 75 000 billets ont été vendus en seulement 51 minutes. Démonstration, Valentine Poncy, Pascal Tribault. Sur Internet, les billets pour le concert des Rolling Stones se revendent déjà à prix d'or. Un marché parallèle florissant, c'est maintenant le seul moyen d'obtenir le précieux sésame. En moins d'1 heure, toutes les places du Stade de France ont été vendues. Dans les billetteries, il fallait s'armer de patience. Les plus motivés ont attendu plus de 2 heures, mais une fois arrivés à la caisse, le choix des places était limité. Et les places à 150 ? Non, plus. Place en gradin ? Pas une place dans les gradins. Voilà, je vais être sur la pelouse en train de piétiner. Un peu déçu parce que c'est pas celle que je voulais. J'aurais acheté plutôt en VIP et tout est parti, je pense, très vite. Donc pelouse normale. Mes enfants étaient sur Internet, ils n'ont pas réussi. Donc voilà. D'accord. Mais je suis ravie, je suis sur la pelouse. Mais, ni en VIP, ni en or, mais c'est pas grave. On va danser. Sur les sites de vente en ligne, les files d'attente s'organisaient également. Entre 5h et 10h du matin, le Stade de France a enregistré près de 30 000 visites, mais en 20 minutes, la vente était close. On a l'habitude des mises en vente au Stade de France, on a l'habitude des mises en vente qui démarrent très fort, mais là on est sur un record depuis plusieurs années, parce que vendre tout le Stade de France, qui est quand même le plus grand Stade de France en un temps si court, c'est une très très belle performance. Finalement, 75 000 élus assisteront à l'unique concert prévu le 13 juin prochain. 50 ans après leur début, les Stones continuent de créer l'événement.
Je vous rappelle l'une des informations que nous avons développées dans ce 19-20. Le détenu le plus âgé de France a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Marcel Guillot a été reconnu coupable du meurtre d'une octogénaire qui l'aurait éconduit. Tout de suite, la météo avec Jean-Marc Swamy, puis tout le sport. À 20h45, faut pas rêver, nous emmène en Australie. Le soir 3 à 22h40. Très belle soirée, à demain pour le 12-13. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info.